collectif des femmes de Bobo-Dioulasso, solidaire des forces de défense et de sécurité. Une marque de solidarité manifestée à la suite des attaques terroristes perpétrées à Ouagadougou le 2 mars dernier. Les femmes de SIA ont organisé une marche silencieuse pour rendre hommage aux victimes de ces attaques et pour dire non au terrorisme au Burkina Faso. La consommation de la drogue en milieu scolaire est une réalité inquiétante au Burkina Faso et le phénomène est exacerbé par les entrées de la drogue au Burkina. En seulement 3 mois, plus de 15 tonnes de drogue ont été saisies par les services des douanes. La problématique de la drogue en milieu scolaire, c'est le sujet du grand format de ce dimanche sur la RTB. Notre invitée pour en parler est Mme Salissa Ouedraogo, présidente d'une association qui intervient dans la lutte contre ce phénomène. Actualité à l'étranger, en Sierra Leone, l'on s'achemine vers un second tour du scrutin présidentiel. Les deux principaux candidats sont au coude à coude selon les premiers résultats publiés par la commission électorale. Le premier tour de cette élection s'était déroulé le 7 mars dernier. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, les mouvements de soutien se multiplient à l'égard des forces de défense et de sécurité au lendemain des attaques terroristes subies par le Burkina Faso. Cette fois, ce sont les femmes de Bobo-Dioulasso qui manifestent leur soutien au FDS à travers une marche silencieuse suivie de prières. Et les femmes ont particulièrement rendu hommage aux soldats décédés dans les attaques du 2 mars dernier. Le reportage de Karim Ilboudo et Ismaël Satune, Paris. Elles ne veulent plus être en reste dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Elles entendent ainsi faire les partitions pour venir à bout de ce phénomène qui fait l'actualité. Quoi de plus normal pour le collectif des femmes de la commune de Bobo-Dioulasso de solliciter les imams de la ville pour implorer la miséricorde du Tout-Puissant. Nous avons voulu faire ça pour la mémoire de nos martyrs qui sont tombés, les armes à la main. Et puis prier aussi pour nous-mêmes et puis pour la paix, que la paix revienne au Burkina Faso. Que Dieu ne donne pas la force aux terroristes là de pénétrer encore au Burkina Faso. Nous avons demandé bénédiction auprès des autorités religieuses pour soutenir le gouvernement dans son combat pour la paix et la sécurité pour notre pays. Convaincus qu'elles occupent une place importante dans la consolidation de la paix au Burkina Faso, le collectif des femmes de Bobo-Dioulasso entend imprimer une autre vision de la femme quant à son intéressement pour les choses d'intérêt général. Le message, c'est plus d'implication, plus d'engagement des femmes, aux côtés donc des autorités, plus d'implication dans la gouvernance à tous les niveaux. La femme est le socle de la famille et si nous voulons des familles prospères, il faut que nous ayons des femmes épanouies. Activité en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme. Le collectif des femmes de Bobo-Dioulasso s'est dit mobilisé derrière les autorités politiques afin qu'elles puissent atteindre les objectifs fixés. Cette brève avant de continuer, le poste forestier de Nassungu, un village situé à la périphérie de la zone de chasse d'Ouragou, a été la cible d'une attaque dans la nuit du 9 au 10 mars dernier. Une attaque perpétrée par des individus armés non encore identifiés. Pas de perte en vie humaine, mais on note une moto emportée par les assaillants. Dans un communiqué, le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique encourage les agents qui travaillent dans la localité concernés et les rassure que des dispositions seront prises pour leur permettre de mener à bien les missions à eux confiées. Nous repartons à Bobo-Dioulasso pour parler de la relance économique de cette ville. Le sujet a été débattu au cours d'un panel organisé par le Balai citoyen en collaboration avec l'ONG Oxfam et l'Université Aube Nouvelle. Les contraintes et les opportunités de la relance économique de Bobo-Dioulasso ont été expliquées aux jeunes entrepreneurs. Karim Ilboudo et Mireille Carole Tougouma. Le Balai citoyen s'active pour une relance économique effective de la ville de Bobo-Dioulasso. Par ce panel qui regroupe opérateurs économiques et étudiants, la réflexion est lancée. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup de la régionalisation de l'économie sur le plan national. Donc, la relance économique de la ville de Bobo est un thème très utile pour ce qui est de l'actualité actuellement. Et ça a été un thème aussi qui a suscité beaucoup de débats, donc d'où nous l'avons reconduit ici. Redynamiser l'économie
passe également par la résolution du problème du chômage et les jeunes sont appelés à jouer leur partition. Tous les problèmes de la jeunesse aujourd'hui se posent en termes d'emploi, se posent en termes d'insertion dans la société. Et nous nous sommes dit, à partir de tous les travaux que nous faisons, qu'il faut donner aux jeunes des repères, qu'il faut donner aux jeunes le droit de rêver. Je suis parti de rien pour être ce que je suis. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs jeunes ou plusieurs entrepreneurs qui dorment toujours et qui sont appelés à se réveiller. Et s'ils se réveillent, s'ils voient effectivement en eux le potentiel qu'ils ont, je crois que nous allons faire de Bobo-Dioulasso une grande ville économique. La tenue de ce panel entre dans le cadre d'un projet intitulé « Appui à la citoyenneté active de la jeunesse et des femmes pour une meilleure redevabilité publique », projet conduit par le Balai citoyen avec l'accompagnement de l'ONG Oxfam. De Bobo-Dioulasso, nous mettons le cap sur Dédougou. C'est dans cette ville que se mène la réflexion sur les problèmes rencontrés par les étudiants de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Il est attendu des participants de proposer des solutions idoines qui seront prises en compte dans la formation des étudiants. Lassina Ouattara et Yacouba Goro. Ils sont à Dédougou pour mieux construire leur maison commune, l'université Norbert Zongo de Koudougou. Eux, ce sont les acteurs du monde estudiantin regroupés ici autour du président de cette université. À travers cet atelier de réflexion, il s'agit d'instituer un esprit de dialogue au sein de l'université et de trouver des solutions consensuelles aux difficultés estudiantines. Vous voyez, dans nos universités, il y a un certain nombre de phénomènes qui se passent. C'est comme si ça se passait dans le silence. Et nous n'avons pas traduit un certain nombre d'informations que nous recevons de la part d'un certain nombre d'acteurs, notamment des étudiants, en des plans opérationnels. Donc l'objectif est que ce matin, on va se retrouver tous, des acteurs enseignants, des acteurs administratifs avec les étudiants, traduire tout ce qu'ils disent comme difficulté dans des documents consensuels. Cela va permettre de créer des conditions propices pour le bon déroulement des études. Pour veiller à la bonne exécution des recommandations inscrites dans le document consensuel, un comité va être mis en place pour se charger du suivi-évaluation. De l'actualité et nous entamons le grand format de ce dimanche consacré au phénomène de la drogue en milieu scolaire. Mais intéressons-nous d'abord à l'entrée de ce produit au Burkina Faso pour dire que c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur ces derniers temps. Le Burkina Faso est passé de pays de transit à pays de consommation de drogue. Durant les 3 derniers mois, la douane burkinabé a saisi plus de 15 tonnes de chanvre indien. Retour sur cette saisie avec Olopoda. Plus de 4 tonnes de cannabis dissimulées dans des caches aménagées d'un camion en provenance du Ghana voisin, saisi le 16 février dernier à l'entrée de Pau par les services des douanes burkinabés. Quelques jours plus tard, c'est la brigade de Tenkodogo qui mettait la main sur 500 kg de ce même type de drogue. 2 saisies en un temps record et à chaque fois un mode opératoire digne d'un film de fiction. C'était caché ici. Quand on a eu à découvrir maintenant, c'était une vingtaine de plaquettes comme ça. Après ça maintenant, on a procédé maintenant à la fouille approfondie maintenant dans tout le cas et on a découvert maintenant les cachettes aménagées là. Voilà. Habituellement, tous les camions remorques ont la portière à cette limite là. Et quand vous regardez ce camion, c'est effectivement la base et la portière s'arrête là. Mais qu'est-ce que ça signifie? Tout ce vide-là. Et vous avez encore une remarque là-dessus, et il y a que, la 4e remarque que nous avons faite, il y a 2 paires de feux de signalisation. Habituellement, le camion remorque, vous trouvez une seule paire à l'arrière, mais quand il est modifié, vous voyez 2 paires. Alors là, c'est intriguant. D'une hauteur de 50 cm. Nous avons poursuivi l'investigation et nous avons observé rapidement que au niveau de la base, entre la base et le plancher, il y a 50 cm de différence. Et à première vue, lorsque nous avons regardé, on ne peut déduire à partir de cette image-là
qu'il y a quelque chose d'anormal. Au-delà de ces deux saisies, les statistiques globales font froid dans le dos lorsque la douane sort un bilan de la période allant de novembre 2017 au 17 février 2018. Au total, nous avons 15 tonnes 380 kg de chanvre indien saisi et 14 kg 380 grammes d'héroïne, 10 kg 900 grammes de méthamphétamine et 1 kg 400 grammes de cocaïne pour la période allant seulement du mois de novembre au mois de février. En seulement 3 mois, plus de 15 tonnes de cannabis ont été saisies sur le sol burkinabé. Une quantité remarquable de stupéfiants qui suscite des questionnements. De pays de transit, le Burkina Faso est-il devenu aujourd'hui un pays de consommation? Le Burkina Faso est un pays de transit que l'on disait de par le passé, mais aujourd'hui il faudrait faire attention. Le Burkina Faso est un pays de consommation de drogue. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Pour lutter contre ce fléau-là, il faut l'affirmer. Il y a beaucoup de drogue qui passe par notre pays et nous ne savons pas. Ça, c'est ce que nous avons saisi. Mais s'il avait passé à Ouagadougou, peut-être qu'il l'aurait déchargé à Bobo. Peut-être qu'il l'aurait déchargé juste à côté, à Tanguy d'Assouri ou à Kokolo. Qui sait? Donc, n'allons pas chercher loin. Le Burkina Faso consomme de la drogue. Et un tour dans nos établissements publics, vous vous entretenez avec les surveillants et les proviseurs, ils vous diront qu'ils ont du mal avec des élèves qui fument. Et je crois que notre rôle, c'est d'aider le ministère de la Santé ou, si vous voulez, le ministère de l'Éducation à enrayer ce mal, ce fléau qui attaque même nos enfants. La lutte contre la drogue est un combat perpétuel. Rien n'est gagné à l'avance au regard du mode opératoire des trafiquants qui change à tout moment. À partir du 15 mars prochain, entrera en vigueur la mesure portant déchargement systématique de tout chargement contenant au moins 2 articles de nature différente avant l'accomplissement des formalités douanières. Une mesure pour lutter contre la drogue et la fraude au Burkina Faso. Voilà, en attendant cette mesure, la réalité est là. Le phénomène de la drogue a pris des proportions inquiétantes dans les établissements scolaires du Burkina Faso. Même si aucun élève ne reconnaît consommer la drogue à l'école, les élèves interrogés sur le sujet reconnaissent la présence de ce produit nocif dans les établissements. On suit le reportage de Amadou Ilboudo et Sanoua Christine Koulibaly. Adam Saïd Bagia est élève en classe de 3e dans un établissement de la place. S'il nous a juré n'avoir jamais touché à la drogue de quelque nature que ce soit, il dit cependant avoir vu ces stupéfiants. Il connaît même des consommateurs. Je peux dire que j'ai déjà vu. En milieu scolaire? Oui, puisque j'étais ici au Zéna l'année passée, j'ai vu, j'avais des camarades, mais moi... Et preuve que le phénomène a atteint une ampleur inquiétante, tous les élèves à qui nous avons tendu notre micro disent connaître des consommateurs. Chaque jour, quand on passe au terrain, là, je les vois, je remarque des gens qui fument la drogue. Mais en tout cas, quand tu prends la drogue, ton figure, là, ça devient noir comme ça. Tu deviens vilain. Ce n'est même pas bon. Il disait que en prenant la drogue, il peut mieux bosser. Et en plus, ça leur donne l'inspiration à faire ce qu'ils veulent. Puisque c'est du marketing. Ceux qui en vendent, ils veulent aussi faire du marketing. Donc ils vont dire que la drogue, en prenant ça, tu vas devenir bon. En prenant ça, tu deviens intelligent. Donc l'élève part par le but de la curiosité d'abord. Curiosité, mimétisme ou effet de mode, ils sont nombreux ces scolaires qui se retrouvent piégés dans la dépendance de la drogue. Beaucoup de parents burkinabés sont découragés parce que du fait qu'on n'a pas un centre médical public de façon qui parle de la drogue, des intoxications et de réintégration des jeunes, ça cause un problème. Aujourd'hui, moi j'en connais des mamans qui m'appellent, les papas, il y en a qui ont un seul enfant, 2, qui sont dans la drogue. Et récemment, je vais vous dire qu'il y a 2 jours, quelqu'un que je connais très bien, mais il tremblait comme ça parce qu'il me disait que vieux père, si je n'ai pas mes doses là, je vais faire des dégâts. C'est dire que des comportements déviants, la criminalité et l'incivisme grandissant peuvent tirer leurs origines de la consommation de la drogue. Nous ne pouvons pas en tout cas pointer le doigt vraiment disant que c'est la drogue qui constitue vraiment et qui est d'abord le principal facteur de l'incivisme dans le milieu scolaire, mais elle fait aussi partie. Tout ce qui se passe au Sahel, je vous jure que si on pouvait lutter franchement la drogue,
l'alcool frélaté, la cigarette, tout ce qui est prohibé dans cette bande-là, vous allez voir que ça va diminuer. En l'absence de structures spécialisées de prise en charge de toxicomanes au Burkina Faso, la sensibilisation semble être l'arme la plus efficace face au phénomène. Ce que moi j'ai toujours proposé, la meilleure façon, c'est de sensibiliser les jeunes, surtout les jeunes à partir du primaire jusqu'au secondaire. Maintenant, il faut mettre une vraie campagne de communication. Comme nous, on l'a déjà, on a besoin de soutien. Les dénonçants et en tout cas les proviseurs aussi, les membres de l'administration sont tenus à les convoquer, à les sensibiliser, même s'ils n'est pas sensibilisé à la maison. C'est d'abord l'éducation même à la maison. Voilà. Parce que si tu as ton papa qui est là aussi, qui est à la maison, qui a peur de te parler de la drogue, parce que je ne sais comment, pourquoi, il se dit peut-être que non, en te parlant de la drogue, tu vas chercher peut-être à comprendre les causes. Donc, il ne veut même pas se prononcer sur ce sujet-là. Au-delà de la cellule familiale, c'est toute la société qui est interpellée, car le Burkina Faso est passé de pays de transit à pays de consommation il y a belle lurette. Et nous poursuivons sur ce sujet avec notre invité. Nous recevons Mme Zalissa Ouedraogo, présidente de l'association Beognere. C'est une association dont les domaines d'intervention touchent entre autres le milieu éducatif, notamment la lutte contre le phénomène de la drogue dans les établissements scolaires. Bonsoir Mme Ouedraogo. Bonsoir Madame. Alors, et bienvenue sur notre plateau. Merci. Déjà, est-ce que vous faites le même constat sur le terrain que ce qu'on a vu dans le reportage précédent? Merci, chers journalistes. Merci à tous les téléspectateurs. C'est un réel plaisir pour moi de m'associer à de telles initiatives pour placer un mot concernant ce fléau qui gangrène notre tissu socio-économique, voire même sanitaire. Donc, vraiment, j'ai vu l'élément. Je peux appuyer que c'est effectif. Aujourd'hui, on ne peut pas nier le problème de la drogue en milieu scolaire est bien réel. Voilà, c'est réel. Bon, depuis des années, bon, nous, on a commencé. Mais voilà qu'aujourd'hui, tout le monde en parle et je suis vraiment ravie que tout le monde s'associe aujourd'hui à nous pour parler de ce phénomène. Alors, et vous qui intervenez dans la lutte contre ce phénomène, quelles sont les causes de l'ampleur justement de ce phénomène-là, selon vous? Bon, on a fait plusieurs activités dans les établissements. On a échangé avec les enfants. Bon, souvent, les enfants donnent plusieurs causes, comme l'estime de soi. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même, se disant, bon, si je prends la drogue, je pourrais atteindre les capacités que je veux. Et donc, ils prennent ça pour bosser, pour apprendre les leçons, ou bien avoir une confiance en soi. Et nous pouvons parler aussi des causes au niveau de la famille, parce qu'aujourd'hui, nous voyons que nous copions la vie occidentale, c'est-à-dire qu'on a laissé nos valeurs ici, et on copie la vie occidentale, soit disant qu'on a on a peur de nos enfants parce que aujourd'hui on voit dans des familles où c'est l'enfant qui a le mot à dire et le papa est devenu l'enfant, l'enfant est devenu le papa. Donc c'est vraiment un problème aussi qui entraîne ses enfants. Parce que l'enfant qui a cette liberté, bon, qui peut tout faire aussi, voilà, il pourra s'adonner à ce comportement. Alors, Madame Ouedraogo, la drogue coûte quand même cher. Et comment expliquez-vous le fait que ce produit-là soit accessible par beaucoup d'élèves? Merci beaucoup. Quand vous dites que c'est cher, ça dépend ceux qui sont dans le trafic sont quand même riches. On suppose que c'est cher. Bon, ça dépend des produits. Parce que quand on prend le tramadol, je pense que le tramadol, ça ne dépasse pas 100 francs. Il y a l'herbe qu'on a appelée chambre indienne, qu'on a vu, bon, qui se vend comme du pain dans les écoles. C'est au sein même des écoles que les enfants arrivent à se procurer. Ça ne dépasse pas 100 francs, 200. Et aujourd'hui, il faut se dire qu'aujourd'hui, le problème même de la drogue, c'est un problème général, ce n'est pas un problème de pauvres ni de riches. Parce que quand tu pars dans les établissements, c'est tellement organisé que ceux qui n'ont pas l'argent, c'est ceux qui ont l'argent
donnent à ceux qui n'en ont pas d'aller les acheter et voilà, ils fument ensemble. Donc, ce n'est pas un problème d'argent aujourd'hui. D'accord. Alors, vous qui êtes dans la lutte, aujourd'hui, le Burkina Faso connaît quand même un manque de centres de désintoxication. Est-ce que ce manque-là ne fragilise pas un peu vos actions sur le terrain? Effectivement, ça fragilise, et comme Oskimo même, je l'ai suivi. Quand tu sors dans les établissements, puisque souvent on a la possibilité de rencontrer les parents, et après ils vous reviennent comme quoi ils ont les enfants qui en prennent, quelle est la solution. Les enfants aussi, souvent quand on est en activité avec eux, ils posent des questions. Bon, si c'est pas directement, même si c'est pas directement, c'est des questions. Bon, comment je peux sauver mon voisin parce que je ne peux pas le livrer à la police ni à la gendarmerie, comment je peux le sauver. Et bon, c'est des questions vraiment touchantes et ça nous limite parce que il n'y a pas de centre de désintoxication. Donc c'est seulement les référer à l'hôpital Yalarado. Et il y a le professeur Aruna qui est au niveau de la psychiatrie. Pourtant, bon, l'enfant, vraiment, quand on l'amène directement, il se dit qu'il n'est pas fou, donc vraiment le traitement est compliqué. D'accord. Et malgré tout, quelles solutions vous voyez pour faire face à ce phénomène-là? Pour les solutions, bon, moi je peux dire qu'il faut qu'on réorganise même la lutte. Réorganiser la lutte parce que je sais qu'au niveau de la lutte, il y a 3 volets. Il y a volet prévention, il y a volet répression et il y a volet traitement. Et aujourd'hui, nous voyons que la lutte est rattachée directement au ministère de la Sécurité, ce qui fait bizarre parce que celui qui est en face de toi pour te conseiller est en mesure aussi de t'enfermer, c'est difficile vraiment d'être à l'aise et de poser les questions qu'il se doit pour pouvoir avoir des informations. Donc moi, à mon avis, s'il y a une possibilité, l'autorité, s'il peut vraiment détacher au moins la prévention, que ce soit la prévention ou le traitement, et rallier directement au ministère de la Santé, soit au Premier ministère, soit directement à la présidence. Parce que nous avons tous assisté comme la lutte contre le sida a été menée. Et c'est parce qu'il y a eu toutes les forces en synergie qu'on a pu éradiquer ce fléau. Merci beaucoup, Madame Zalissa Ouedraogo, d'être passée, nous donner votre avis et faire cas de vos actions contre le phénomène de la drogue en milieu scolaire. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Biogneri. Voilà, et dans la suite de ce journal, nous partons à Wayuguya pour voir un modèle particulier de réussite scolaire. Être sourd et faire des études dans le système éducatif classique, cela est possible et la preuve nous est donnée par Ouseni Zono, élève au lycée Yadega, atteint de surdité depuis son jeune âge. Son handicap ne l'a pas empêché de suivre les cours à côté des autres élèves et d'avoir des résultats scolaires au-delà des attentes. Découvrons-le dans ce portrait réalisé par Karim Bichenga et Irénée Kabouri. Ouseni Zono, un élève au parcours hors du commun. Sourd depuis sa tendre enfance, ce handicap ne constitue pas une entrave à ses études. Aujourd'hui, il est en classe de terminale D au lycée Yadega de Wayuguya, aux côtés des élèves dits valides. Quoique limité par le déficit d'audition, ses résultats égalent ceux de ses camarades qui jouissent pleinement de leur faculté auditive. C'est les mêmes notes effectivement que tout le monde, quoi. Son niveau quand même acceptable. L'année dernière, je me souviens, Zono est passé en terminale, il y a presque 12 de moyenne. Pour ses amis d'école, ce jeune homme du haut de ses 23 ans se présente comme un mystère. Sa capacité à surmonter son infirmité pour mener les études étonne plus d'un. C'est miraculeux, on ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui n'entend pas, qui ne peut pas parler, qui s'en sort mieux que des gens qui sont assis en classe, qui entendent ce que le professeur dit. Aux premières heures de son intégration dans le système classique, Ouseni Zono s'est senti marginalisé du fait de son handicap auditif. Mais de 2011 à 2018, plusieurs années se sont écoulées. Ses relations avec ses camarades ont aussi évolué. Désormais, il se sent en famille avec les autres élèves. Ces derniers également se plaisent en sa compagnie. Cet état des faits, c'est un acquis pour Xavier Ilboudo, le promoteur des classes intégratrices de l'école primaire publique de Pella, d'où Ouseni Zono est issu, et il s'en félicite.
En 2011, quand il a obtenu son certificat d'études primaires, ça n'a pas été facile parce que tout le monde ne savait pas que les sourds pouvaient aller en classe de 6e. Et il a fallu en tout cas un long combat auprès des autorités de l'enseignement secondaire qui ont bien voulu accepter nous accompagner. Mais c'était le wait and see, c'était essayons de voir si ça peut marcher. Mais à leur grande surprise, en fin de trimestre, Zono Ouseni a frappé fort au niveau de la classe et c'est ça qui a rassuré le corps professoral. Au-delà du promoteur, Ouseni Zono fait la fierté de ses parents qui sont passés du désespoir à l'assurance quant à l'avenir de leur fils. Sa vie a beaucoup changé sur le plan comportemental aussi bien que sur le plan des études. Il est encore mieux compris par son entourage, les enseignants, donc il évolue bien. L'intégration sociale acquise, Ouseni Zono va affronter un autre défi, celui de l'insertion professionnelle. Et il a une idée claire du métier qu'il compte embrasser au soir de ses études. Après l'école, j'aimerais travailler comme enseignant. Parce que j'aime faire le volontariat. J'aime bien travailler. En juillet prochain, Ouseni Zono va se soumettre aux épreuves du baccalauréat. Il se dit confiant et s'y prépare conséquemment. L'élève Ouseni Zono encourage également par son parcours les responsables de son établissement. L'administration du lycée Yadega dit être disposée à accueillir d'autres élèves handicapés parmi ses effectifs. Dans l'actualité également, le Lalé Nabat Tigré explique à la population d'Absoya dans le plateau central son modèle de développement de l'agriculture et de l'élevage. Il dit utiliser de nouvelles technologies qui permettent d'augmenter la résilience des populations au changement climatique. Le Lalé Nabat propose à ces populations une sortie sur ces champs écoles pour s'inspirer de ces techniques de travail. Le point des échanges avec Issaka Ouedraogo et Maïmouna Traouri. Le Lalé Nabat Tigré répond ainsi à une invitation des populations d'Absuya. Une invitation pour partager avec elles les nouvelles techniques agricoles et de l'élevage. Ces populations qui vivent de l'agriculture et de l'élevage disent s'adapter difficilement au changement climatique. Nous, nos préoccupations, c'est acquérir des connaissances pour les nouvelles technologies d'agriculture, d'élevage et surtout approche de communication de tout citoyen pour le développement de notre chère commune. Comme solution, le Lalé Nabat Tigré leur propose son modèle de développement rural, une agriculture moderne avec des semences améliorées, des engrais naturels et de nouvelles techniques d'élevage. La pluie tombe suffisamment pour améliorer l'économie rurale familiale. Mais il faut bénéficier d'une formation adéquate pour savoir en tout cas rentabiliser le capital terre et ajouter à la pluie avec les intrants que nous proposons en formation. Je leur ai parlé du Mongbin parce que le Mongbin est une légumineuse résiliente. Il n'y a pas vraiment d'autres moyens si nous n'allions pas renforcer des filières complémentaires aux filières traditionnelles, des filières qui sont résilientes. Après ce cours théorique donné en une journée, il invite les différents représentants des groupements et associations dans son champ école à Dapelgo pour une formation pratique. Pour l'accroissement de la production maraîchère, il leur promet un fourrage. Les femmes bénéficieront d'un fonds sous forme de crédit pour leurs activités génératrices de revenus. Un consortium d'organisations de la société civile s'investit à améliorer l'accès des populations burkinabè à l'eau potable et à l'assainissement. À travers une mission dénommée FASO, ces acteurs travaillent en collaboration avec leurs partenaires techniques et financiers. Ils ont récemment réalisé des études sur le secteur de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso. Les résultats de ces études ont été restitués au cours d'un atelier organisé à Ouagadougou. Le reportage de Aruna Mari. Karim Lomboza Kondé participe à cette rencontre de restitution de 5 études du consortium FASO.
Dans sa commune, disposer de l'or bleu en qualité et en quantité demeure un parcours du combattant. C'est pour mettre fin à ce calvaire, vécu par d'autres localités du Burkina, que la mission Face Eau a commandité les études. Ces études-là nous permettent effectivement de voir quels sont les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour accomplir notre mission. Donc ça va nous permettre de définir et d'identifier des activités qui vont constituer le statut, le plan de travail de la mission. Les acteurs veulent ainsi disposer d'un document de référence pour la réalisation du droit à l'eau et à l'assainissement au profit des populations. Ils vont surtout amender les travaux soumis par des consultants. Nous avons pu répertorier les textes juridiques internationaux, régionaux et nationaux favorables à la mise en œuvre de ces droits sur le plan pratique. Nous allons aller vers les populations en étant, en choisissant des pôles où on peut regrouper le maximum d'acteurs au niveau, dans la partie rurale, faut-il le dire, pour que cette redevabilité soit une redevabilité de proximité. La mission Face Eau est une initiative de promotion de l'approche fondée sur les droits humains. Elle bénéficie du soutien de la coopération danoise et de l'ONG Oxfam. Les documents validés vont servir de référentiel pour la réussite des actions sur le terrain. Parlons à présent de santé de la femme dans ce journal. Le collectif des femmes de la commune de Bobo-Dioulasso a organisé hier une séance de dépistage du cancer du col de l'utérus. La maladie est devenue courante chez de nombreuses femmes au Burkina Faso. L'opération de dépistage est donc une opportunité pour déceler à temps les éventuels débuts du cancer du col de l'utérus pour une prise en charge efficace. Plus de précisions avec Mané Kayen et Moumouni Barou. Elles sont du collectif des femmes de la commune de Bobo-Dioulasso. Ces femmes sont là pour les dépistages du col de l'utérus et du sein. Ce test diagnostic vise donc à identifier un éventuel début du cancer, une pathologie qui fait partie des maladies les plus dévastatrices de la vie des femmes. Là, je suis tranquille parce que je m'inquiétais si j'étais atteinte, parce que je n'avais jamais fait. Donc ça a été une première fois pour moi et je suis contente, c'est négatif aussi. La première responsable du CSPS de Farakan invite les femmes à se mobiliser pour la cause. Ce que je vais dire, c'est inviter les femmes, même en dehors du 8 mars, là, ils n'ont qu'à venir parce que c'est gratuit. Parce qu'avec la politique de gratuité, là, le dépistage est actuellement gratuit depuis 2016. Avril 2016, c'est gratuit. Donc on prend toutes les femmes, même 1 franc, ils n'enlèvent pas. Le meilleur moyen pour prévenir, là, c'est le dépistage. Parce qu'on examine les femmes, on trouve des anomalies, on peut prendre des mesures correctrices à temps. Mais s'il n'y a pas de dépistage, on ne peut pas prévenir. Pour une meilleure prise en charge des femmes dans ce centre de santé à Farakan, le ministre de l'économie numérique et des postes, Adja Fatoumata Ouattara Nessanou, marraine de la cérémonie, n'est pas venue les mains vides. Elle a apporté des produits sanitaires comme le savon, l'eau de javel et des sels-pierres pour une bonne hygiène de vie. Actualité à l'étranger, en Sierra Leone, l'on s'achemine vers un second tour du scrutin présidentiel. Les deux principaux candidats sont au coude à coude selon les premiers résultats publiés par la commission électorale. Le premier tour de cette élection s'est déroulé le 7 mars dernier. Les Sierra-Léonais répartiront peut-être aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Aucun des 16 candidats n'a pu obtenir en effet les 55% de voix nécessaires pour une victoire à l'issue du premier tour du scrutin organisé mercredi, selon les résultats publiés samedi par la Commission électorale nationale. D'après ces données qui portent sur 50% des bureaux de vote dans chaque province, Samoura Kamara de l'AP au pouvoir arrive en tête avec 43,2%, alors que Julius Maada du SLPP, la principale formation de l'opposition, recueille 43,09%. L'écart entre les deux candidats ne serait donc que d'un peu plus de 3000 voix. Si cette tendance se confirme, ces deux candidats iront donc au second tour de cette présidentielle, mais il faut encore attendre car il ne s'agit encore que des résultats partiels. L'ANEC promet de publier les résultats définitifs dès que...
Voilà, retour au Burkina Faso pour dire que le ministre des Sports et des Loisirs a rencontré les acteurs de la région de l'Est le samedi dernier à Fadangourma. L'objectif de cette rencontre était d'échanger avec eux sur leurs préoccupations et partager avec eux la vision du développement des sports et des loisirs au Burkina Faso. Le reportage de Seydou Nikema et Mahamadzi Ouedraogo. Le chef du département des sports et loisirs s'imprègne des réalités des infrastructures et des organisations sportives de la ville de Fadangourma. La délégation a d'abord visité les pensionnaires du centre socio-éducatif La Paix. Dans ce centre, les élèves combinent football et études. Après cette structure, le cap est mis sur les deux plateaux omnisports de la ville, celui de la police nationale et l'autre de TV5. Le stade Nungu, qui est dans une situation de dégradation, a aussi reçu les visiteurs. Nous nous sommes rendus compte que ces infrastructures-là méritent justement une attention particulière du point de vue de leur entretien et du point de vue de leur utilisation. Actuellement, il faut dire que nous souffrons parce que le portail qui est là ne se ferme pas. Ça fait que chaque jour, c'est ici que les animaux retrouvent l'air frais. À huis clos, la délégation a échangé avec les acteurs déconcentrés du ministère des Sports et Loisirs de la région de l'Est. Ces rencontres permettent d'avoir un dialogue direct avec eux, d'échanger sur leurs préoccupations et de pouvoir partager justement avec eux la vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui veut que désormais le sport et les loisirs puissent, conformément à l'axe 3 du PNDS, qui dit dynamiser les secteurs porteurs de richesses et d'emplois. Plus tôt dans la matinée, le nouveau ministre des Sports et Loisirs a effectué des visites de courtoisie chez les leaders religieux et coutumiers avec pour objectif solliciter des bénédictions pour la réussite de sa mission. Nous restons dans l'univers des sports avec un entretien cette fois-ci avec une ancienne icône du football africain. Le Camerounais Roger Mila est notre invité. Bonsoir. Bonsoir madame. Et bienvenue au Burkina Faso. Merci. Alors, vous avez fait la fierté du continent en Coupe du Monde en Italie en 90, aux États-Unis en 94. Que devient Roger Mila après cette époque? Écoutez, Roger Mila est au Cameroun. J'ai été fait ambassadeur itinérant à la présidence de la République. Donc, j'essaye un peu, à travers ce poste que le chef d'État m'a gracieusement donné, de continuer à faire connaître le pays, le Cameroun, dans tout le monde entier. Et voilà ce que Roger Mila fait actuellement au Cameroun. Alors, vous êtes à Ouagadougou depuis hier. Quelles sont les raisons de votre présence dans notre pays? Oui, mes raisons sont simples. Je voudrais tout d'abord, avant de parler de cette visite, adresser mes condoléances sincères, vraiment mes condoléances sincères au peuple du Burkina. Un prompt rétablissement à tous les blessés. Et puis, mes remerciements vont justement au président de la République du Burkina pour tous ces efforts qu'il fournit afin que les familles endeuillées retrouvent leur sourire. Je sais que ça va être très difficile pour ces familles, mais il faut quand même les encourager. Donc l'invitation, c'est l'invitation de Cinefam. Cinefam, vous savez bien que c'est des femmes burkinabées très dynamiques qui sont dans la cinématographie. Je voudrais leur dire merci de cette invitation, parce que cette invitation m'a permis de retrouver beaucoup de mes amis, parce que c'est depuis 2000 que je n'ai plus mis les pieds au Burkina, donc 18 ans c'est quand même beaucoup. Donc ça m'a permis de revoir presque tous mes amis. Je voudrais en même temps aussi dire merci à un ami avec dont je suis venu faire le jubilé ici en 2000, M. Ziko Ouedraogo, parce qu'il a été là à mon arrivée à l'aéroport avec tous les anciens internationaux de Burkina. Je voudrais aussi leur dire merci.
Et en même temps aussi remercier le Larlé Naba Tigré pour ses encouragements aux jeunes et aux femmes de Burkina, sans oublier ce qu'il fait pour le sport burkinabé. Mais au moins, ils vont aussi à l'honorable Noufo Dago pour le développement du football de Burkina. C'est très important de le souligner. D'accord. De le souligner, oui. Alors, au programme de votre visite, vous allez quand même aller au niveau de quelques centres de formation de football. Depuis quelques années, le Burkina Faso fait dans la formation. Que pensez-vous du niveau du football burkinabé? Je suis très content que vous me posiez cette question, madame, parce que, vous savez, le Burkina Faso, avant, n'était pas tellement imprégné dans le football africain. Mais depuis, je dirais depuis 4-5 ans, c'est vraiment le pays qui a le plus progressé. Non seulement dans le football des jeunes, mais dans le football en lui-même. Nous l'avons constaté déjà lorsque le Burkina a organisé la Coupe d'Afrique ici, il n'y a pas longtemps, et surtout dernièrement au Gabon. Il a manqué, comment dirais-je, de doigté pour arriver en finale. Mais je voudrais dire merci à tous ceux qui ont participé vraiment à ces efforts-là pour que le Burkina Faso retrouve son meilleur niveau dans le football africain. D'accord. Alors, le Burkina Faso, tout comme votre pays, le Cameroun, ne participera pas à la Coupe du Monde 2018. Justement, quelle lecture vous faites par rapport à cette non-participation? Ben, écoutez, nous avons, surtout nous, le Cameroun, nous avons été éliminés. Il faut le reconnaître parce que, après avoir gagné la Coupe d'Afrique au Gabon, beaucoup ont pensé qu'on était déjà on était encore plus les meilleurs, ce qui n'arrive jamais au Cameroun. C'est vrai que l'équipe elle est très jeune et elle n'a pas su tout de suite s'adapter de la Coupe d'Afrique aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais nous avons reconnu, nous reconnaissons nous-mêmes nos devoirs pour ces éliminatoires et nous allons remettre les choses en place pour que la prochaine Coupe du Monde, que le Cameroun fasse partie. Et pour le Burkina, je crois que c'est aussi la même chose. Ce n'est pas très facile de sortir d'une Coupe d'Afrique avec des lauréats et continuer sur la même lancée pour la Coupe du Monde. D'accord, très rapidement, parce qu'on ne prit pas le temps. Un mot sur l'organisation de la CAN par le Cameroun, c'est toujours au conditionnel. Est-ce que vous pensez que votre pays pourra relever le défi? Non, il n'y a pas de conditionnel là. Je crois que tout est mis en place. D'accord. Le chef d'État, son Excellence Paul Biya, a donné tous les moyens possibles pour que cette Coupe du Monde ait lieu au Cameroun. Ne vous inquiétez pas, madame. Elle aura lieu au Cameroun. J'espère que le Burkina Faso va se qualifier pour faire partie de cette Coupe d'Afrique qui sera très, très, très belle. Je voudrais en même temps aussi conclure pour remercier le docteur du cabinet, M. Zagré, pour le dispositif de mon accueil à l'aéroport et de mon séjour au Burkina. Et pour terminer, merci aux anciens internationaux. Dès mon arrivée, ils étaient à l'aéroport, ils sont venus me voir à l'hôtel. Et pendant mon séjour aussi, je serai tout le temps avec eux. D'accord. Bon séjour au Burkina. Et merci beaucoup, Roger Mila, d'être passé sur le plateau du 20h de la télévision du Burkina. Et c'est avec vous que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et merci aux téléspectateurs pour leur fidélité à la RTB. C'est moi qui vous remercie. Merci.